Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce webinaire consacré au retour de Gaza. Vous êtes très nombreux à avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup pour votre intérêt et pour votre engagement auprès de Médecins sans frontières. Donc je vous rappelle le cadre, l'objectif de ce webinaire. C'est pour nous et pour les trois intervenantes présentes ici de vous faire un retour du terrain et des activités que nous menons à Gaza, de vous rendre compte de ces activités et d'échanger avec vous autour des actions que votre soutien nous permet de faire à Gaza. Donc un point rapide concernant l'organisation de ce webinaire. À la fin, on consacrera une bonne vingtaine de minutes à des questions que vous pourrez adresser via le chat à nos intervenantes. Du fait du succès rencontré par ce webinaire, une partie d'entre vous ne sont pas connectés via la plateforme Teams, mais via un streaming sur le site de MSF. Malheureusement, ceux d'entre vous pour qui c'est le cas, vous ne pourrez pas poser vos questions. Seulement les personnes, la majorité qui sont sur Teams pourront le faire. Donc il y a des modérateurs qui répondront directement à certaines de vos questions dans le chat et d'autres qui seront remontées que je pourrai poser à nos intervenantes. Certaines seront synthétisées. Donc je passe à la présentation. Claire Magone, tu es directrice générale de Médecins sans frontières. Tu es revenue de Gaza il y a quelques jours, où tu as été quelques semaines, où tu as été en visite pour soutenir les équipes de Médecins sans frontières, pour témoigner également. Karine Huster, à ma droite, tu es responsable des activités médicales à Gaza. Tu es rentrée hier. C'était la 4e fois que tu étais en mission à Gaza depuis le début du conflit, donc depuis 2 ans. Et donc tu vas nous parler de cette expérience et des activités médicales. Lily, tu es responsable des approvisionnements à MSF. Tu travailles en particulier sur Gaza où tu t'es rendue à plusieurs reprises. Et tu vas nous parler des enjeux très particuliers liés à l'approvisionnement de l'enclave de Gaza. Pour ma part, Marion Duhalès, je suis chargée de plaidoyer sur Gaza. Donc rapidement, pour situer le cadre de nos activités, des activités de Médecins sans frontières, Médecins sans frontières travaille à Gaza depuis une vingtaine d'années. C'est un endroit où on apportait déjà un soutien médical, un appui à 3 hôpitaux, à plusieurs cliniques ambulatoires. Nos activités étaient essentiellement centrées sur les brûlures, sur les traumatismes du fait de conflits récurrents dans l'enclave. Et nous avions ouvert également un programme de chirurgie reconstructive. Donc tout ça, c'était avant les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023. Simplement pour préciser également que suite à ces massacres, MSF avait proposé son soutien aux hôpitaux israéliens qu'il avait décliné puisqu'ils n'en avaient pas le besoin. Et donc depuis le déclenchement à la suite de ces massacres, d'une campagne de bombardement sans précédent et d'une guerre sans merci depuis 2 ans, MSF a été continuellement présent à Gaza et a pu mener des activités sur lesquelles nous allons revenir tout au long de ce séminaire. Donc je passe sans plus attendre la parole à Claire. Claire, MSF a parlé de 2 ans d'une guerre totale sur la population de Gaza. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est traduit et ce qui est spécifique dans ce contexte ? Merci Marion pour la question, merci pour cette introduction et puis je me joins à toi pour remercier toutes les personnes aussi qui sont en ligne. C'est une chance, une opportunité pour nous de pouvoir prendre le temps en fait de discuter de ce terrain si particulier, de cette situation si exceptionnelle. Et c'est par ça que je voudrais d'ailleurs commencer. Je voudrais revenir sur quelques éléments précisément pour mieux toucher du doigt les caractéristiques exceptionnelles de la situation à Gaza, qui éclaire à la fois le cauchemar éveillé, si j'ose dire, dans lequel la population palestinienne de Gaza est plongée depuis 2 ans, mais qui éclaire aussi les circonstances, les conditions exceptionnelles, inédites dans l'histoire des MSF, dans lesquelles les équipes de Médecins sans frontières donc, déploient leurs efforts pour venir en aide à la population.
La première chose à rappeler, c'est la dimension de l'enfermement, qui fait vraiment de la situation à Gaza une situation exceptionnelle. Gaza, on le sait, c'est un petit territoire de 365 km². On peut le comparer, pour se donner un peu une idée, à l'agglomération de Toulon, pour avoir un peu une idée de la dimension du territoire. Et c'est vrai que quand on va sur place, moi c'est une des premières choses qui m'a marqué en y allant, et Karine je pense en parlera bien mieux que moi, c'est que cette dimension territoriale, quand on la vit, en fait on s'aperçoit à quel point l'intensité de la violence et de la souffrance, elle est inédite, puisque les bombardements qui s'abattent sur l'enclave le sont sur un tout petit territoire confiné, dans lequel la population est enfermée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis 2007, il y a un blocus israélien, ce qui veut dire que toutes les frontières terrestres, maritimes et aériennes sont tenues par l'armée israélienne. Il n'y a rien qui entre ou qui ne sort sans l'accord de l'armée israélienne. Donc ce blocus est en place depuis 2007, mais depuis octobre 2023, il est devenu quasiment totalement hermétique, il est devenu beaucoup plus hermétique, avec des périodes où il a été totalement. Lily reviendra dessus, puisque évidemment les questions d'approvisionnement en lien avec cette donne-là sont majeures, mais il y a eu des périodes entières où il n'y a pas eu un seul camion qui est rentré dans la bande de Gaza. Ça a été la réalité au tout début, après le 7 octobre, et ça a été aussi une réalité de cet été, juin, juillet, août notamment, qui a pas un camion d'aide et pas un camion de denrées commerciales ne sont rentrés, ou quasiment pas, dans la bande de Gaza à cette période-là, ce qui a culminé dans une famine, c'est-à-dire une véritable situation de indisponibilité alimentaire sur les marchés en juillet-août. Voilà, donc ça c'est un premier élément très important. La deuxième chose qui caractérise... oui, excusez-moi. Ce que je voulais dire, c'est important, parce que ce dont il faut se rendre compte, c'est que ça veut dire que la population ne peut pas fuir. Alors, la population ne peut pas fuir. Pendant longtemps, la population n'a pas voulu fuir, puisque la population de Gaza, elle est très attachée à la terre dont certains viennent originellement, même si beaucoup finalement de Palestiniens de Gaza sont déjà des réfugiés palestiniens à Gaza. Mais en tout cas, les gens veulent rester là où ils habitent. On le comprend bien, même si ça a pas mal changé, on va dire, au fur et à mesure où la violence était tellement forte et les conditions de vie tellement intolérables qu'une partie de la population a elle-même exprimé le souhait de quitter la bande de Gaza, ce qu'elle ne peut pas faire. La deuxième chose donc qui caractérise la situation à Gaza, c'est évidemment l'intensité des bombardements et des destructions et ses conséquences sur la population. Le chiffre qui est connu, qui a été dont la source c'est l'Observatoire notamment des droits de l'homme européen. On parle de 70 000 tonnes de bombes qui sont abattues sur Gaza. Alors c'est difficile à comparer avec d'autres guerres, on va dire, mais c'est une intensité extrêmement forte sur un tout petit territoire. Ce qui fait que aujourd'hui, 90% du territoire est détruit. Physiquement, c'est spectaculaire. Vous avez vu les images. Encore une fois, je pense que Karine aussi pourra en parler, d'autant plus que toi, tu es allé aussi dans la ville de Gaza, qui est au nord de Gaza, et qui est le dernier territoire qui a été détruit par une campagne extrêmement violente de l'armée israélienne cet été. Mais donc, il y a 90% du territoire est détruit. Les personnes ont dû se déplacer, dont notre personnel palestinien, 8 à 10 fois pour essayer de fuir, à chaque fois dans des endroits où finalement, vu l'exiguïté du territoire et l'intensité des bombardements, ils se retrouvaient dans des endroits où, à nouveau, exposés à des bombardements. Donc cette ampleur de la destruction, elle est très visible sur le bâti, mais pas que sur le bâti, c'est aussi
très visible sur les terres agricoles qui ont été complètement détruites, les routes qui sont complètement détruites. Donc vraiment, c'est un territoire qui est complètement anéanti et dévitalisé. Évidemment, la conséquence la plus immédiate de ces bombardements, ce sont le nombre de morts et le nombre de blessés. Donc les chiffres, on pourra revenir dessus si besoin, hein, puisque ça a parfois été l'objet de débats, en tout cas dans l'espace médiatique. Mais ce sont donc des chiffres qui sont désormais incontestés, voire sous-estimés. On parle aujourd'hui 69 000 morts, dont 20 000 enfants. Ce qui fait de Gaza la guerre contemporaine la plus meurtrière pour les enfants, et de 170 000 blessés. C'est absolument gigantesque, ça déborderait n'importe quel système de santé bien équipé. Alors évidemment, un système de santé a fortiori anéanti comme celui de Gaza, c'est absolument terrible. Ça, c'est aussi une des particularités dont tu souhaitais nous parler, c'est-à-dire la destruction du système de santé à Gaza, qui, d'après ce qu'on a pu observer, qui est aussi une destruction délibérée. Est-ce que ça s'est traduit aussi pour nos équipes, pour la manière dont elles ont pu travailler ? Absolument. Donc les caractéristiques dont je parlais, assez, qui cadrent un petit peu le contexte à Gaza, elles ont évidemment, pour les équipes de Médecins sans frontières et pour tout ce qui relève du domaine de l'accès à la santé, des implications particulières. Comme tu le dis, cette campagne de destruction, elle s'est aussi abattue sur le système sanitaire et sur les hôpitaux. Donc la première chose peut-être à dire là-dessus, c'est que nos équipes, on a dû nous-mêmes faire face à nous adapter en permanence, puisque il y avait 36 hôpitaux dans toute la bande de Gaza. Aujourd'hui, même si la donne du cessez-le-feu va peut-être un peu changer cette réalité, mais aujourd'hui, aucun d'entre eux n'est totalement fonctionnel, pour le dire ainsi. Les hôpitaux, ils ont été mis à terre en fait par l'armée israélienne par plusieurs éléments. Le premier, c'est par une asphyxiation, on va dire, une asphyxiation des hôpitaux par l'extrême rationnement, on va dire, l'approvisionnement discrétionnaire de ces hôpitaux en équipement médical, qui fait que notamment les hôpitaux spécialisés ne peuvent plus fonctionner. Et là, ça veut dire que notamment pour les malades du cancer, par exemple, ils peuvent plus trouver de soins à Gaza. Mais ça veut dire aussi des hôpitaux qui ont été bombardés, assiégés, mis à terre, attaqués, et les équipes de Médecins sans frontières, on a dû évacuer, je crois que j'ai perdu le compte, mais je crois que c'est 13 hôpitaux que nous avons dû évacuer les uns après les autres. Certains d'entre eux, on n'a pas pu y retourner, comme un des hôpitaux qu'on avait, dans lequel on travaillait à Rafah, puisque Rafah est désormais no man's land, si j'ose dire. D'autres hôpitaux comme celui de Nasser, dans lequel Karine a travaillé notamment, dans lequel on a dû partir puis revenir au fur et à mesure, en fonction des attaques de l'armée. Et important aussi de le préciser, quand on s'appelle Médecins sans frontières, cette destruction systématique du système sanitaire, elle s'est aussi accompagnée par une violence dirigée contre les médecins. Il y a, on estime, à environ 1000 soignants qui ont été tués par l'armée israélienne, et 300 soignants qui ont été détenus, arrêtés et détenus arbitrairement par l'armée israélienne. J'en profite tout de suite pour parler de ce qui est arrivé aux équipes de Médecins sans frontières elles-mêmes, hein, puisque nous-mêmes on a payé un lourd tribut à cette guerre totale, cette guerre qu'on qualifie nous-mêmes de génocidaire, hein, contre la population à Gaza, puisque nous avons perdu 15 de nos collègues palestiniens, qui ont été tués par l'armée israélienne, la plupart d'entre eux sous des bombardements, et avec les deux derniers
Omar et Abed, Aboud pour les intimes, je pense, dont tous ses collègues étaient, qui travaillaient tous les deux dans un domaine très précieux qui est celui de la physiothérapie et qui ont été tués début octobre alors qu'ils attendaient un bus qui devait les amener à notre hôpital de campagne. Merci beaucoup Claire. Et peut-être rapidement, dans ce panorama d'enfermement, de blocus, est-ce que tu peux dire un mot de la manière dont les activités médicales, les opérations de Médecins sans frontières ont dû s'adapter ? Oui, très important de garder en tête que quasiment l'entièreté de ce qui est fait à Gaza par MSF est fait grâce à nos collègues palestiniens de Gaza qui composent la plus grande partie des travailleurs humanitaires d'MSF à Gaza. Donc il y a environ 1000 personnes en fait qui travaillent pour MSF sur place qui sont palestiniens et on a une cinquantaine de ce qu'on appelle le personnel international, encore une fois comme Karine en fait partie, qui sont du personnel que nous faisons rentrer à Gaza pour quelques semaines puis ressortir, voilà, donc ça c'est important aussi de le garder en tête. C'est du personnel qui travaille pour la plupart avec nous de longue date et qui est extrêmement compétent et qui a développé une expertise particulière, Médecins sans frontières, tu l'as dit en introduction, sur la question des brûlures, les brûlures qu'elles aient été domestiques dans les périodes plus calmes que celles qu'on vit aujourd'hui ou liées au bombardement aujourd'hui, mais aussi donc dans la chirurgie reconstructrice. Donc nos activités, elles ont consisté à intégrer des activités médicales dans les hôpitaux existants et aussi, vu que les hôpitaux existants ont été empêchés de fonctionner les uns après les autres, nous avons aussi et nous continuons à opérer dans 2 hôpitaux de campagne, c'est-à-dire des hôpitaux que nous avons nous-mêmes importés et déployés depuis l'extérieur. Je pense que Lily pourra en toucher un mot, puisque pour nous ces hôpitaux, ce sont quand même des dispositifs extrêmement qui permettent de faire des choses extraordinaires. En fait, ce sont des hôpitaux mobiles déployables dans lesquels on peut finalement fournir des soins chirurgicaux et post-opératoires, et c'est un peu une prouesse logistique et aussi une prouesse en termes d'approvisionnement de ce point de vue-là. Donc on fait des activités de cette nature, mais aussi, Karine en dira un mot évidemment, rendu nécessaire par l'extrême complexité des blessures auxquelles dont souffre la population, mais on s'occupe aussi d'autres types de besoins. Donc on fournit des soins aux femmes enceintes, on fait des accouchements, on fournit aussi des soins anténataux pour ces femmes enceintes, on s'occupe aussi des enfants, hein, on a des services pédiatriques, donc à certains moments ça inclut aussi traitement de la malnutrition qui n'était pas existant avant le 7 octobre et qui à certains moments, notamment pendant le pic de la famine, est devenu extrêmement visible, mais aujourd'hui les femmes enceintes et les enfants sont tous mal nourris chroniques, donc ça reste un problème majeur. Et on s'occupe aussi on fournit des soins de santé mentale à une partie de la population, et on a aussi on s'est mis aussi à fournir de l'eau à la population de Gaza, parce que ça, j'ai oublié de le préciser, alors que c'est absolument majeur, c'est un énorme problème permanent. C'est que à Gaza, en fait, l'eau n'est pas potable, elle n'est pas buvable, elle n'est pas potable, les deux, parce que la capacité de la population de Gaza avant-guerre à accéder à de l'eau potable a toujours dépendu de procédés de désalinisation, parce que l'aquifère est saumâtre à Gaza, et donc c'est très grandement dépendant de la capacité
cité de Gaza accéder à de l'électricité et donc à du carburant. Donc ça, ce sont des éléments qui ont été rationnés et qui continuent à l'être par l'armée israélienne, mais aussi parce que les centrales même de potabilisation de l'eau en partie ont été détruites ou sont encore aujourd'hui hors d'accès parce que dans des zones militarisées. Donc Médecins sans frontières, on travaille à la désalinisation de l'eau et on fournit aussi de l'eau avec des camions citernes et c'est quand même devenu une activité assez importante puisque je crois qu'on fournit quelque chose comme 5 millions de litres d'eau à peu près par jour en ce moment, ce qui correspond à un minimum assez vital de 7 litres d'eau par personne pour 700 000 personnes. Donc évidemment, ça ne couvre pas l'entièreté des besoins, mais c'est une activité extrêmement précieuse. Merci beaucoup Claire pour ce panorama. Je vais me tourner maintenant vers Karine. Donc tu étais en première ligne, soigner des personnes et continuer à exercer la médecine dans ce contexte-là, dans cette guerre totale, cette guerre génocidaire, qui est supposée avoir connu une pause depuis le 11 octobre, qui est la date du dernier cessez-le-feu qui est entré en vigueur. Donc c'est pas le premier, il y a eu 2 autres trêves précédemment qui n'ont pas tenu. Est-ce que tu peux nous dire peut-être déjà qu'est-ce que ça a changé dans la vie quotidienne des Palestiniens et qu'est-ce que ça a changé de ce que tu as pu voir toi et pour nos équipes? Alors je pense que le cessez-le-feu de ce mois-ci, de octobre, est un cessez-le-feu fragile et pour la population aujourd'hui c'est quelque chose, même s'ils ont l'espoir qu'il marche, c'est quand même un cessez-le-feu auquel ils accordent moins de croyance, moins de foi que c'était qu'auparavant. Ils sont assez inquiets de la suite parce que en fait, quand on regarde un cessez-le-feu, quand on écoute, on devrait ne plus entendre les bombardements. Or, aujourd'hui, même le jour où je suis partie, il continuait d'y avoir des bombardements et des attaques ciblées de Israël sur l'enclave de Gaza. Ce sont des attaques derrière la ligne jaune, qui est une ligne qui démarque un peu le no man's land, donc là où les Palestiniens ne peuvent pas aller, de l'endroit de la zone entre guillemets humanitaire. Donc ils continuent, les Israéliens, malgré ce cessez-le-feu, de bombarder pour détruire les habitations, pour détruire les infrastructures qui restent debout, et puis les terres agricoles qui pourraient encore rester. Et puis, quand ça leur convient, si jamais il y a des personnes qu'ils identifient et qu'ils pensent être du Hamas ou autre, ils n'hésitent pas à cibler ces personnes et à faire des attaques ciblées. C'est ce qui s'est passé, je pense, 3 ou 4 jours après le début du cessez-le-feu. On a eu des tirs ciblés et le résultat a été de 104 morts et plusieurs dizaines de blessés. Malheureusement, la plupart de ces blessés que nous avons reçus dans les hôpitaux étaient des familles qui dormaient la nuit, des enfants de 2 ans, des femmes qui clairement étaient chez elles, qui n'avaient rien à voir avec les cibles que Israël essayait de tuer. Donc le cessez-le-feu au jour le jour n'a pas vraiment changé les conditions de vie et les peurs que les Gazaouis ont. Ce qu'il a pu permettre quand même, c'est pour certains de la population de Gaza de remonter vers le nord, là où la majorité de la population habitait avant, pour essayer de retrouver les êtres chers qu'ils ont perdus. Il y a beaucoup de gens qui sont toujours sous les décombres et la population est désespérée de pouvoir remonter et essayer de retrouver. C'est vraiment important pour eux de retrouver les corps de ces êtres qui leur sont chers. Donc c'est ce qui se passe en ce moment. Les gens remontent, essayent de faire ça, mais ils se rendent compte en fait que la ruine est quasi totale. Il n'y a que du béton au nord de Gaza, donc Gaza City, etc.
c'est du béton, c'est gris, il n'y a aucun espace vert. Et il se rend compte qu'il n'arrive même pas à retrouver la rue où ils habitaient, la maison où ils habitaient. Donc en fait, ce qui se passe avec ce cessez-le-feu, c'est qu'il va y avoir une opportunité pour eux de revivre des moments très douloureux qu'ils avaient réussi à bloquer pendant la guerre, parce qu'ils n'avaient pas le temps de penser à toutes ces choses qu'ils avaient perdues. Donc ça, c'est une chose. Du côté médical, une chose que le cessez-le-feu va, j'espère, permettre, c'est pour nous de commencer à se concentrer sur les besoins médicaux qu'on a un peu mis de côté, si j'ose dire. Par exemple, tout ce qui est maladie chronique, tout ce qui est cancer. On va pouvoir enfin s'occuper de ces personnes qui ont des besoins, des vrais besoins médicaux et qu'on a ignorés. On va pouvoir se concentrer pour tout ce qui est chirurgie reconstructrice et réhabilitation pour donc ces patients qui ont été blessés pendant la guerre. On va peut-être vraiment réussir à développer le volet santé mentale qui est resté quand même assez restreint jusqu'à présent, parce que on est plus dans l'accompagnement et le soutien des gens plutôt que de vraiment discuter en profondeur des problèmes et des angoisses que les familles ont. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant avec un cessez-le-feu, on l'espère. Merci beaucoup, Karine. Et peut-être que tu peux nous donner un peu le sens de ton vécu dans ces hôpitaux où on a réussi à soigner et à faire prendre en charge des patients dans des conditions extrêmement difficiles, à faire des choses assez extraordinaires. C'est vrai que tu parles de ce qui n'a pas pu être fait pendant cette période-là, mais Lily nous en dira un mot. C'est soumis à ce blocus aussi, aux capacités de faire entrer le matériel médical nécessaire et les médicaments nécessaires. Mais peut-être... est-ce que tu peux nous parler des conditions et de ce qui a pu être fait pendant tous ces mois extrêmement difficiles avant le cessez-le-feu aussi? En fait, l'action de Médecins sans frontières a été vraiment importante et essentielle à la population gazaoui. On a, comme Claire l'a mentionné, des hôpitaux de campagne qui se sont axés sur tout ce qui était besoin immédiat, c'est-à-dire chirurgie plastique, chirurgie orthopédique, avec des activités comme kinésithérapie pour pouvoir redonner le fonctionnement aux personnes blessées. Tout ça ont été des soins absolument essentiels pour permettre aux blessés de retrouver de guérir et de retrouver un peu une autonomie. Donc sans cette action-là, les hôpitaux ou ce qu'il en restait n'auraient jamais pu prendre en charge les dizaines de milliers de patients que nous avons reçus. Beaucoup de patients avec des blessures terribles comme des doubles amputations, comme on l'a montré juste il y a quelques secondes sur les écrans. Ça, c'est grâce aux opérations, grâce au travail de Médecins sans frontières, des collègues palestiniens, qu'on a réussi à redonner la vie à ces personnes. On a eu beaucoup de brûlés également, des enfants, des adultes, peu importe au final, des brûlés qu'on a pu soigner correctement, en ayant pu faire venir quelques chirurgiens plastiques pour apporter leur expertise, parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup des spécialistes gazaouis soit sont partis, soit ont été tués pendant la guerre, et donc on a un manque cruel d'expertise. Et donc ces médecins qui viennent ont pu faire des opérations qui ont sauvé la vie de beaucoup de personnes. Et puis on a ces équipes comme ces équipes de kinésithérapie qui ont pu permettre de redonner aux patients
leur visage d'avant ou de redonner leur fonctionnalité d'avant. Donc ça, c'est vraiment important. On a parlé d'Aboud et de son équipe de kinésithérapie qui fait des choses magiques et qui redonne l'espoir aux enfants, aux familles de retrouver un peu la vie, quoi. Il faisait des choses magiques comme de mettre des masques 3D pour éviter les cicatrisations extrêmes sur le visage. Ils ont fait des choses qu'on ne pense pas pouvoir faire dans un contexte de guerre comme celui de Gaza, mais ils ont réussi et franchement, on a pu faire des choses incroyables pour la population gazaoui au niveau médical. Merci beaucoup Karine pour ce témoignage. Et peut-être pour faire la transition avec Lily qui va nous parler de l'approvisionnement. Malheureusement, le cessez-le-feu a très peu modifié, ou quasiment pas modifié les contraintes qu'on a pour faire entrer justement du matériel médical et des médicaments qui permettraient d'aller plus loin dans la prise en charge, notamment des séquelles de la guerre sur les patients qu'on voit. Donc Lily, peut-être pour commencer en dézoomant un petit peu, est-ce que tu peux nous parler simplement et de manière un peu générale de l'approvisionnement à MSF, et puis ensuite on abordera la spécificité de Gaza. Alors, bonjour, je vais essayer d'être pas trop technique, même si évidemment dans mon domaine on aime bien l'être, et de vulgariser un petit peu tout ça pour rendre simple. Donc dans une mission classique MSF, la voie d'approvisionnement, elle part de nos centrales d'achat en Europe. On a nos propres centrales logistiques basées en Europe, en Belgique, en France et Amsterdam. Depuis ces centrales d'achat, on va passer nos commandes. Chaque mission, chaque terrain va passer ses commandes qui vont couvrir l'ensemble du matériel médical, des médicaments, mais aussi des produits logistiques. Les équipes missions de chaque pays vont trouver la voie la plus appropriée, air, mer ou routier, pour amener ce matériel jusqu'à la mission. On va gérer nous-mêmes l'importation de ce matériel dans le pays et après sa distribution sur nos différents projets. Donc généralement, on a un système, on a les moyens, grâce notamment au financement qu'on a, de pouvoir avoir notre propre logistique et donc d'être autonome sur nos besoins. Dans le cas de Gaza, c'est très particulier puisque le système d'approvisionnement jusqu'à Gaza, il est entièrement cadenassé et contrôlé par les autorités israéliennes et notamment l'armée israélienne, pas juste l'administration, mais vraiment l'armée. C'est un corps de l'armée israélienne qui s'appelle le Kogat, qui est en charge, leur mission c'est ça, de contrôler tout ce qui rentre à Gaza, que ce soit les personnes, mais surtout les biens, notamment la partie approvisionnement. Donc dès le lendemain des massacres du 7 octobre, la première réaction du gouvernement israélien, de son armée, ça a été de fermer entièrement les voies d'approvisionnement vers Gaza. Donc la bande de Gaza, vous voyez sur la carte, c'est 90% entouré par Israël ou la mer, qui n'est pas une voie accessible puisque c'est une zone qui est empêchée par l'armée israélienne d'accéder, et une toute petite bande qui passe par l'Égypte. Donc interdiction totale d'acheminer du matériel par le biais d'Israël, comme on le faisait avant le 7 octobre. Donc notre seule solution, ça a été de passer par l'Égypte, donc d'envoyer des avions par l'Égypte. Mais évidemment, on n'a pas été les seuls à avoir cette brillante idée. À peu près toutes les agences onusiennes, toutes les organisations du monde ont eu la même idée. Donc l'Égypte, face à ce raz-de-marée d'arrivée d'aide humanitaire, a voulu un peu organiser les choses et a centralisé ce passage à travers la Croix-Rouge égyptienne. Donc on a dû travailler en partenariat avec la Croix-Rouge égyptienne et ou l'Organisation mondiale de la santé qui a été enregistrée en Égypte. Donc c'est nos deux partenaires en Égypte qui nous permettent de faire rentrer du matériel en aérien sur l'aéroport d'Al Arish, qui est un aéroport militaire. Donc par contre c'est contrôlé, on ne peut pas poser un avion tous les 2 jours comme on veut, ou par le port de Port Saïd en maritime, mais ça met un peu plus de temps, mais par contre on peut envoyer des plus gros volumes puisque là les containers peuvent arriver comme on veut. Donc grâce à ce partenariat, dès le mois d'octobre, tout de suite, 15 jours après, on avait déjà les premiers cargos qu'on arrivait à acheminer et à faire rentrer par la porte de Rafah dans le sud de Gaza. Pour faire très grossièrement l'évolution, donc ça on parle d'octobre 2023. À partir et franchement on a rentré énormément de matériel. À partir de février 2023, à l'intérieur de Gaza, les bombardements étaient vraiment concentrés au nord au début et se sont déplacés vers le sud. À partir de janvier
février 2024, les bombardements étaient arrivés au niveau de la zone centrale de Gaza et clairement aller vers Rafah. Donc on savait que si les bombardements continuaient leur évolution vers le sud, avec l'évolution de l'armée au sol aussi israélienne, les camions ne pourraient plus passer à Rafah. Donc on a cherché des voies annexes. À ce moment-là, le Logistic Cluster, qui est coordination des UN pour la logistique, tentait de passer par la Jordanie. Donc on a suivi aussi cette possibilité en disant on va se joindre au convoi du Log Cluster pour envoyer du matériel par la Jordanie. Donc si on remet la carte, c'est le deuxième couloir qu'on a créé donc par la Jordanie, couloir qui a mis beaucoup de temps, puisqu'une fois que nos camions étaient prêts à partir, eh bien là, nouvelle embûche, on va dire, administrative israélienne, ils nous ont dit, ah oui, mais il faut traverser Israël, donc pour ça, il faut que vous fassiez une importation en Israël. Et le système d'importation en Israël pour les biens à destination de Gaza, évidemment, il est extrêmement compliqué. Il faut déclarer chaque cargo, ligne par ligne, article par article, et recevoir pour chaque article un numéro de validation. Donc ça peut mettre entre 1 mois jusqu'à 3-4 mois. Donc la Jordanie restait, on va dire, une possibilité annexe, vraiment en cas de rupture avec l'Égypte. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé en mai 2024, avec la guerre de Rafah qui vraiment a pris son plein essor, on va dire. Plus du tout de passage par l'Égypte, très très peu de camions bloqués en Jordanie à cause de ces problèmes d'importation. Et tout le mois de mai 2024, aucun camion n'arrive à passer pour MSF ou pour les autres aides humanitaires. Face à ça, grosse pression des administrations Biden, à l'époque c'était encore Biden, qui force Israël en disant il faut que l'aide humanitaire arrive quand même à rentrer. Donc là, nous, ça a permis notre troisième couloir, ce qu'on appelle le couloir israélien. Vous voyez les 3 couloirs qu'on utilise, puisque les Israéliens disent bon bah ok, on revient comme avant, autorisation de passer par Israël pour l'acheminement des biens. Donc ça nous a permis de faire énormément d'achats locaux à Jérusalem pour compenser ce qui nous manquait, d'arriver par le couloir israélien. Le couloir jordanien, ils ont ouvert la porte avec ces problèmes d'importation, mais au moins on pouvait importer à nouveau. Donc aujourd'hui, on en est là. On a un passage par l'Égypte où l'importation est facilitée par les Égyptiens, donc très rapide, très en masse, mais qui ferme plusieurs fois par an. On l'a vu cette année, ça a été très très grave. Aucun camion n'a pu passer par l'Égypte pendant plus de 5 mois. Autre couloir annexe en cas de fermeture, on a la Jordanie et Israël, mais avec des temps et des délais très longs dus à ces procédures d'importation extrêmement lourdes. S'ajoute à ça en complexité, donc tous ces camions, ils arrivent toujours au point d'entrée de Kerem Shalom où ils doivent être scannés. Et pour pouvoir scanner, il y a un nombre d'articles qui sont encore plus restreints pour Israël. C'est ce qu'on appelle les articles à double utilisation. Donc on va considérer que ça peut avoir une utilisation civile, médicale, mais aussi militaire ou terroriste. Donc par exemple, un autoclave, qui est la machine qui nous permet de désinfecter les instruments de chirurgie, ça peut être fait, on peut en faire une bombe aussi. Donc un autoclave, il faut demander une autorisation spécifique à chaque fois qu'on veut en importer un, qui va avoir un numéro unique. Et s'il n'a pas ce numéro unique, au moment du scan, tout le camion est rejeté. Pas juste l'article, mais entièrement le camion. Et on a aujourd'hui des dizaines et des dizaines de palettes où on a eu l'autorisation, mais entre deux, la règle, elle a changé. Parce que cette liste d'articles, elle n'est pas écrite, elle n'est jamais communiquée par le COGAT. Et il peut y avoir des articles qui sont autorisés une période, et puis qui sont revus, et qui deviennent interdits. Donc le temps que le cargo arrive, le cargo est rejeté. Et il faut recommencer l'autorisation depuis le début. Donc ça a été extrêmement compliqué, mais malgré ça, on a quand même réussi par exemple à passer des hôpitaux de campagne. Juste pour un petit exemple, l'hôpital d'MSF que vous voyez là, celui d'MSF France, il fait 3602 lignes. Et il a fallu faire justifier chaque ligne numéro par numéro. Donc ça a été une vraie prouesse. Alors on a mis un petit peu de temps, mais on a réussi. Et aujourd'hui, ces complexités, elles sont toujours là, malgré ce cessez-le-feu. Pendant le premier cessez-le-feu de février, il y avait eu des vraies facilitations à entrer le cargo parce que c'était un dû. Ça faisait partie des conditions du cessez-le-feu. Israël s'engageait à rentrer au minimum 600 camions. Aujourd'hui, le cessez-le-feu qu'on a aujourd'hui, il est très en filigrane pour nous, l'approvisionnement, parce que on va faire un effort d'autoriser jusqu'à 200 camions. Donc déjà, c'est beaucoup plus bas, et c'est pas une obligation de résultat. Donc, et on le voit très bien, ce cessez-le-feu, alors certes, avant, pendant 4 mois, tu disais, on n'a rien rentré du tout, donc aujourd'hui, on re-rentre, mais il n'est pas plus facile qu'avant le cessez-le-feu. On est revenu à des conditions extrêmement difficiles et limitantes. Voilà. Merci beaucoup Lily. Effectivement, on comprend que malgré ce cessez-le-feu, les contraintes restent énormes, que vous avez déployé des trésors d'inventivité,
d'adaptation pour pouvoir trouver chaque fois des solutions pour répondre à ces nouvelles contraintes et aux évolutions du contexte, et que les moyens ont été conséquents. Alors, tout à fait, ça c'est quelque chose unique dans l'histoire de réponse d'urgence d'MSF. On est obligé de travailler sur 3 pays, donc 3 équipes supply à plein temps, approvisionnement, pardon, le supply c'est en anglais, 3 équipes d'approvisionnement, puisque sur 3 pays différents, on a dû créer des outils pour tous ces suivis par numéro qu'on n'avait pas, qui n'existaient pas pour nous. On a dû demander des palettisations spécifiques, puisque le scanner, on ne peut pas passer des palettes de plus d'1,60 m, il faut qu'il y ait des stickers de chaque côté. Les contraintes ne font que de s'accumuler dans le temps, depuis 2 ans. Chaque nouvelle contrainte nous oblige à repenser nos outils, parfois recréer des positions qu'on n'avait même pas. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir des data managers pour faire l'ensemble de ces suivis. Toutes les équipes approvisionnement sur les 3 pays, ça représente plus de 26 personnes à plein temps, sans compter les référents au siège. Bon, moi, je passe à peu près 90% de mon temps à suivre Gaza. Donc, c'est des moyens énormes, humains et logistiques. On parle de centaines de camions, des dizaines et des centaines de personnes mobilisées dans nos centrales d'appro en Europe pour préparer tout ce matériel. Donc, ça a un coût aussi énorme, puisqu'on est obligé de multiplier les structures, le nombre d'entrepôts, puisque dans chaque couloir, on a des entrepôts en plus, alors que pour un pays, généralement, on a une seule équipe, un seul entrepôt, un seul système. Là, on est obligé de multiplier par 3 à une échelle qu'on n'a jamais vue. Donc tout ça, évidemment, ça a un coût extrêmement important et très impactant, puisque c'est de l'argent qu'on n'a pas pour les médicaments en plus. Donc, c'est des coûts supplémentaires à une opération qui est déjà coûteuse. Ouais. Merci beaucoup, Lily. Et donc, je pense que vos 3 interventions ont permis de dresser un panorama de cette situation extrêmement critique et complexe qui est notre cadre d'intervention à Gaza. Pour passer aux questions qui vont vous être posées par nos auditeurs, je vais peut-être prendre moi la première question et te l'adresser, Claire. Quels sont aujourd'hui les besoins prioritaires qu'on identifie pour venir en aide à la population de Gaza ? Bon, le premier besoin, c'est la sécurité physique, c'est évident. Ce dont les Palestiniens ont absolument besoin, ce qu'ils n'ont pas eu depuis 2 ans, c'est l'arrêt des bombardements. L'arrêt des bombardements, c'est bon de le redire, je pense, et de ne pas imaginer que le cessez-le-feu, Karine l'a rappelé, veut dire aujourd'hui la fin des violences. Derrière ça, on l'a peut-être pas assez mentionné, il faut savoir que au terme de ce cycle infernal de déplacement forcé, la grande majorité de la population vit aujourd'hui sous des tentes dans une portion très congrue du territoire. Quand j'étais passée, c'était 15 à... On avait quasiment presque 2 millions de personnes sur 20% du territoire, avec des personnes qui vivent littéralement sur la plage. L'eau leur lèche les pieds le matin quand ils sortent de leur tente. Je ne pense pas, Karine, que ça ait dû beaucoup changer depuis, même si, comme tu le soulignais, maintenant que le cessez-le-feu a été déclaré, les gens commencent timidement à essayer de voir ce qu'ils pourraient... je ne dis pas le mot reconstruire, c'est beaucoup trop tôt, mais là où ils pourraient loger. Mais donc, concrètement, il va falloir... nous, pendant longtemps, nous-mêmes, on a distribué des tentes pour notre propre personnel palestinien qui avait perdu sa maison, leur maison. Voilà. Donc là, je pense que cette question-là de mettre les gens ont besoin d'être mis à l'abri des bombes, ils vont avoir besoin d'être mis à l'abri tout court. On rentre dans l'hiver, donc ça va être hyper compliqué. On l'a vu l'an dernier, les gens ont vécu un hiver sous la pluie, les pieds dans l'eau. Il y a eu explosion des infections respiratoires, des maladies liées à l'eau. Donc ça va rester un besoin absolument prioritaire. Et le cessez-le-feu, alors... avec tout ce que tu viens d'écrire, Lily, sur le fait que malgré tout, le système d'approvisionnement reste complètement aléatoire et discrétionnaire, mais on espère que ça va permettre
quand même une fenêtre pour de toute urgence, en fait, le plus rapidement possible, le plus massivement possible, faire en sorte que les gens puissent avoir accès à des services de base, tout simplement. Donc l'eau, les abris et puis les soins dont on parlait. Sur la question des soins, justement, donc Karine l'a souligné, et je voudrais revenir là-dessus aussi parce que c'est quand même très frappant. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup impressionné dans ce que les équipes de Médecins sans frontières ont été capables de déployer dans ce contexte. C'est que on doit faire face à cet afflux gigantesque de blessés qui ont des blessures extrêmement complexes, tout infectées en fait, et pour lesquelles on fait plusieurs choses. Donc on fait, en général, ces personnes, je parle sous ton contrôle Karine, mais ces personnes ont été soignées à la hâte, autant que possible dans des salles d'urgence, des hôpitaux dans lesquels elles ont atterri, et ensuite nous on peut leur offrir des soins de meilleure qualité, donc des vrais soins orthopédiques. Donc on reprend en fait des fractures, on procède parfois à des amputations où on travaille sur des plaies ou des blessures qui ont été comment dire, on appelle ça des reprises en fait, qui ont été soignées à d'autres endroits. Et puis on fait la physiothérapie, et donc c'est vrai que ça relève un peu d'une prouesse médicale d'être capable de donner des soins post-opératoires de cette qualité-là. Et là, il va en falloir beaucoup plus. Donc il va falloir qu'on continue ça, parce que ce ne sont pas des soins vitaux en fait, puisque les gens, ce sont des soins orthopédiques, mais on travaille vraiment sur toute une population de gens dont les séquelles sont invalidantes à vie. Ce sont des gens qui souffrent énormément, les douleurs chroniques associées à ce type de blessure, c'est terrible, et puis qui vont nécessiter des soins toute leur vie, des reprises. On a parlé une activité que fait Médecins sans frontières et qui continue à être extrêmement nécessaire. Ce sont tous qui sont ce qu'on appelle les pansements. Donc c'est pareil. Quand on entend parler de cette activité de pansement qui est majeure, MSF, on en fait des dizaines de milliers par an, on se dit bon, des pansements, c'est quoi? C'est un bandage sur une plaie. Pas du tout. Les pansements tels que nous on les pratique dans nos cliniques, dans les hôpitaux, et on est revenu dans la ville de Gaza après avoir dû l'évacuer il y a quelques semaines. On est revenu justement pour réouvrir cette clinique de pansement. C'est que en fait on s'occupe de plaies qui sont nécrosées, et là pour le coup ce sont vraiment des soins vitaux pour des gens qui sont à risque de septicémie. Donc ça, il va falloir continuer à le faire autant que possible. Il y a quelque chose il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire dans le contexte de Gaza et qui relèvent donc d'un besoin supplémentaire. C'est pour tous ces patients dont, malgré tout ce qu'on peut essayer de faire pour eux dans ces conditions-là, ont des blessures si complexes, si graves, qu'elles ne peuvent pas être prises en charge dans le contexte de Gaza. On a parlé des personnes qui souffrent de cancer, il y a aussi les personnes qui souffrent de notamment les enfants, de malformations congénitales, d'insuffisance rénale. Pour toutes ces personnes-là, rester à Gaza, c'est une condamnation à mort. Et donc, il y a une liste aujourd'hui de 16 500 personnes qui ont besoin d'une évacuation médicale en dehors de Gaza pour espérer avoir des chances de survie. Nous-mêmes, les équipes de Médecins sans frontières, on est extrêmement mobilisés là-dessus. On essaye de faire en sorte que les patients identifiés comme ayant ces besoins-là puissent sortir de Gaza et être accueillis dans les hôpitaux. On prend d'ailleurs notre part de ce point de vue-là, puisque on a réussi à faire dans notre propre hôpital, le propre hôpital de chirurgie reconstructrice que l'on a à Amman en Jordanie, qui est un hôpital dans lequel on soigne depuis de nombreuses années des patients blessés de la région, qui ont été blessés à l'époque au Yémen, en Syrie ou en Irak, et dans lesquels on a accueilli depuis quelques mois 45 patients qui ont été évacués de Gaza, et notamment il y a des enfants, il y a des femmes notamment, et
reçoivent des soins de qualité à l'abri des bombes et dans un environnement adapté. Donc ça, il va falloir vraiment, encore une fois, nous mobiliser davantage pour faire en sorte que les États prennent leur part en fait pour permettre ces évacuations médicales. L'accès à l'eau va rester évidemment un enjeu majeur. Et puis j'ai envie de dire, une fois que tout ça sera couvert, peut-être que les gens pourront commencer à penser à eux-mêmes, en fait, j'ose même pas parler de perspectives, parce que c'est compliqué d'avoir des perspectives aujourd'hui à Gaza, mais pouvoir commencer à faire un travail qu'ils ne font pas aujourd'hui, qu'ils n'ont pas le luxe de faire, qui est le travail de deuil, en fait, parce que on parle quand même de 10% de la population à Gaza qui a été blessée ou tuée. Il n'y a pas une personne qui n'a pas perdu quelqu'un de sa famille. On a inventé cet acronyme atroce à Gaza qui je vais le traduire en français pour certains enfants, pour une catégorie d'enfants qui est enfants blessés sans survivants dans sa famille, pour une catégorie de patients qui sont des enfants qui se réveillent à l'hôpital, ils ont perdu leurs jambes, leurs bras, et on doit aussi leur apprendre qu'ils ont perdu leurs parents. Donc voilà, toute cette dimension de reconstruction psychique, je pense qu'on est loin d'y être, mais elle sera nécessaire à un moment. Merci beaucoup Claire. Je vais prendre quelques questions simplement pour pouvoir en répondre à un certain nombre. Essayez s'il vous plaît d'être relativement brève. J'ai une question pour toi Karine. On nous demande, est-ce que la population s'imagine rester à Gaza dans les conditions qui sont celles que nous décrivons, que vous décrivez? Et est-ce qu'à vos côtés, il y a beaucoup d'autres ONG? Est-ce que vous travaillez avec Handicap International pour la rééducation et les appareillages? Alors ça, c'est une très bonne question. D'abord, je pense, quand je regarde depuis la première fois où je suis allée à Gaza en janvier 2024, tous les Gazaouis absolument voulaient rester et voulaient retourner au nord de Gaza. C'était même pas une question. C'est leur racine, c'est Gaza City, qui se trouve au nord de l'enclave de Gaza. 2 ans plus tard, donc ma 4e mission, et j'ai vu vraiment l'évolution et le changement au niveau de mes collègues, mais aussi de la population, où la seule chose qu'ils veulent, c'est pour le reste de leur famille, pour les survivants, c'est sortir pour donner une meilleure vie. Parce qu'ils n'arrivent pas à voir où est-ce qu'ils peuvent vraiment trouver un renouveau de vie. Ils sont montés à Gaza City, ils n'arrivent même pas à retrouver leur maison, comme je le disais un petit peu plus tôt dans ce webinaire. Je pense que 2 ans de bombes, d'incertitude, de drones, de folie meurtrière, ils en ont marre. Le problème, malheureusement, c'est qu'ils ne peuvent pas sortir. Peut-être le problème aussi sera que un jour, il y aura une solution où les pays qui seront des pays qui se porteront volontaires de récupérer cette population gazaoui ne seront pas des pays où on voudrait automatiquement aller. Et peut-être que là, le problème, un autre problème se posera, qui est un peu l'évacuation forcée de Gaza pour après permettre pour l'occupation pour Israël. Donc ça, ce sont des problèmes compliqués et des problèmes éthiques et moraux qui sont difficiles pour tout le monde à gérer. Au niveau de Handicap International, absolument, ils sont présents à Gaza. Il y a d'autres organisations qui font un travail extraordinaire depuis le début de l'année. C'est clair que Handicap International, surtout si le cessez-le-feu continue, va jouer un rôle essentiel. Et MSF clairement compte avoir un partenariat avec eux pour tout ce qui est prothèses pour les milliers d'enfants, de femmes et d'hommes à qui il manque un bras ou une jambe. Et c'est extraordinaire. Je pense que je n'ai pas les chiffres précis, mais je pense que je ne me tromperai pas si je dirais qu'on a la population ou la cohorte la plus grande du monde de personnes à qui il manque un bras ou une jambe. Donc absolument,
tous ces acteurs ont un rôle vraiment important et on compte absolument travailler avec eux pour donner le plus de chance à cette population palestinienne de revivre une vie la plus décente possible. Merci beaucoup, Karine. Une autre question. Tout à l'heure, Claire, tu as donné les chiffres officiels du nombre de morts dans la guerre, qui sont les chiffres qui viennent du ministère de la Santé, mais qui sont globalement estimés comme un ordre de grandeur juste. On nous demande si on a d'autres estimations ou si on a un regard sur ces chiffres. Oui, alors on connaît la méthode, elle est d'ailleurs connue, hein, la méthode qui a permis de tomber sur ces chiffres-là. Hein. C'est vraiment une méthode de recensement nom par nom, personne par personne, avec des identifiants qui finalement permet de croiser la réalité des chiffres donnés avec la réalité des morts. Et nous-mêmes, Médecins sans frontières, on a mené une enquête de mortalité rétrospective. Donc ça, il faut savoir, pour ceux peut-être qui ne le savent pas en ligne, que Médecins sans frontières, on a aussi une unité qui s'appelle une unité en fait un centre qui s'appelle Épicentre et qui est l'unité le centre de recherche épidémiologique qui est adossé à Médecins sans frontières et qui nous permet notamment de faire ce type de recherche. Donc en l'occurrence une enquête de mortalité rétrospective, ça veut dire que on a sur la base d'un échantillon, on a fait une enquête auprès des familles de notre propre personnel palestinien pour estimer quelle avait été la mortalité dans cette population, et on est tombé sur le même pourcentage finalement que celui fourni par les chiffres du ministère de la Santé, donc 2%, à peu près 2%. On peut dire qu'il y a 2% de la population aujourd'hui à Gaza qui est morte, et en faisant cette enquête, ça nous a aussi permis de croiser physiquement le fait que les morts que nous-mêmes on recensés, on les retrouvait bien dans les morts que le ministère de la Santé recense. Merci beaucoup. On a une question qui a trait en fait à la nourriture, à l'entrée de la nourriture, mais aussi à sa qualité, mais aussi au rôle que le Hamas peut avoir dans la prise de contrôle ou non de cet approvisionnement, la revente. Enfin, il y a voilà, cette question sur qui est responsable du manque de nourriture, et est-ce que malgré tout les habitants peuvent trouver à manger actuellement. Je ne sais pas si Karine ou Claire. Oui, je pense qu'il y a eu beaucoup de discussions, de polémiques sur ce contrôle de la nourriture. De mon expérience de 4 missions sur le terrain, où on a eu beaucoup de ces problématiques, la plupart du temps, ces pillages sont plutôt dus à des gangs qui ne sont pas des gangs du Hamas, qui pillent donc ces camions. Et ça, c'est vraiment important de le souligner. Je pense que aujourd'hui, l'aide humanitaire, surtout les camions commerciaux, rentrent mieux et on a plus de nourriture. Mais oui, au départ, c'était toujours cette question de est-ce que le Hamas n'est pas en train de prendre toute la nourriture et de la revendre pour bien plus cher. C'était de mon expérience, ça n'a pas été le cas. C'est plutôt des gangs qui sont très bien organisés et qui arrivent à voler ces camions, et la nourriture donc ne rentre pas. Mais je pense que je vais demander à ma collègue qui, elle, est une spécialiste de tout ce qui est approvisionnement, parce que c'est surtout elle, c'est Lily qui contrôlait beaucoup qui a regardé beaucoup ce problème. Donc je vais lui laisser la parole. Alors moi, je ne vais pas aller sur le côté utilisation, détournement ou pas, mais simplement sur la limitation, ne serait-ce qu'en volume et en nombre. Je ne sais pas si on peut mettre, j'ai demandé à mes collègues de mettre le nombre de camions que MSF a pu rentrer depuis l'année 2025, et vous allez voir, c'est assez effarant. Donc au tout début de l'année, vous voyez bien, il y a énormément de camions qui rentrent, hein. Ça, c'est le cessez-le-feu.
Et à partir du deuxième tiers, on voit bien qu'il n'y a aucun camion qui rentre, vraiment zéro pendant toute une période. Donc ça, c'est MSF, mais c'est aussi tous les camions commerciaux. Donc il y a un énorme tiers de l'année où aucun camion n'a pu rentrer, que ce soit d'ONG, d'organisations privées ou commerciales. Donc l'accès à l'alimentation, elle est là aussi. C'est réellement une volonté d'Israël d'avoir affamé la bande de Gaza. Donc peut-être qu'il y a eu une utilisation, un détournement par le Hamas, peut-être par des groupes armés. Moi, je ne suis pas experte dans ce domaine-là. J'étais pas à l'intérieur et je suis pas dans ce niveau d'intelligence. Mais par contre, on a des chiffres prouvés. Ça, ce sont les camions MSF qui sont rentrés dans l'année. On voit bien qu'il y a eu, après le cessez-le-feu, un blocage complet et absolu, et que depuis la reprise, elle est quand même difficile, avec moins de 10 camions par semaine pour MSF. Aujourd'hui, on parle de moins d'une centaine de camions par jour qui rentrent pour les humanitaires, et à peu près 500-600 camions par jour pour des camions commerciaux. Avant le massacre du 16 octobre, on parlait de plus de 600 camions humanitaires et de 2000 camions commerciaux. Donc c'est simplement le volume est tellement mince que certes la population aujourd'hui elle a accès à l'alimentation sur les marchés, mais elle n'est pas du tout assez nombreuse, elle n'est pas du tout assez variée. On a beaucoup parlé, les journaux ont fait les gros titres de il y a du chocolat à Gaza. Oui, mais du chocolat c'est pas ça qui donne des vitamines ou des protéines. Aujourd'hui il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de viande, il n'y a pas les aliments essentiels à une bonne alimentation. Ce qui joue aussi sur la santé de nos populations. On a beaucoup de patients aujourd'hui, notamment en post-opératoire, qui ont beaucoup d'infections, etc., qui n'arrivent pas à bien se remettre de ces opérations, à bien cicatriser, parce que la qualité alimentaire dont ils ont accès, elle n'est pas suffisante, et elle n'est pas bonne. Merci Lily. Et Claire, est-ce que tu veux rajouter un mot à ce sujet ? Oui. Sur la question des pillages, c'est tout à fait documenté, hein, c'est de notoriété publique. C'est l'armée israélienne qui finance et soutient des gangs, en fait, qui ont contribué directement au pillage de l'aide alimentaire, notamment un gang qui est connu sous le nom de Shebab, autour de ce personnage-là. Le Hamas, là où il intervient sur les questions d'aide alimentaire, on va dire que c'est plutôt pour faire des démonstrations de rappel à l'ordre public, violentes hein, d'ailleurs, puisque la population le raconte assez facilement quand vous êtes à Gaza, de tirer dans les pilleurs individuels qui s'en prendraient qui s'en prendraient à des camions. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est assez documenté, et il faut aussi se souvenir que les pillages ont aussi sont largement nés à la faveur de la destruction totale de tout ce qui est ordre public, puisque l'armée israélienne a aussi complètement détruit tout ce qui est force de l'ordre, force de police, etc. Merci beaucoup Claire. Malheureusement le temps est déjà passé, donc je vais prendre peut-être une dernière question qui nous vient du chat. Qu'est-ce que les gens peuvent faire, et qu'est-ce que les gens peuvent faire également en tant que citoyens dans cette situation, et comment d'autres est-ce qu'ils peuvent nous soutenir outre aussi la question financière? Je vais quand même commencer par dire, peut-être qu'on l'a pas assez dit, à quel point tout ce qu'on fait sur le terrain est rendu possible grâce à la confiance que nos donateurs nous font, et dont on est extrêmement reconnaissant. Donc j'en profite pour dire à toutes celles et ceux qui sont en ligne et qui nous écoutent, merci, à quel point votre soutien est précieux, votre soutien est vital. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui nous permet justement d'être réactifs dans des situations aussi folles que celles qu'on vit à Gaza aujourd'hui, sans avoir à attendre, en fait, sans avoir à être dépendant, mais en agissant au plus près des situations réelles. Donc ça, c'est extrêmement précieux. Je voudrais dire aussi que ce que vous nous accordez, et donc ça a à voir avec aussi la question de la mobilisation citoyenne, en accordant votre confiance aux équipes de Médecins sans frontières, vous nous donnez aussi la liberté de parole.
c'est fondamental. C'est fondamental à Gaza. Il n'y a pas beaucoup d'organisations comme Médecins sans frontières qui agissent et qui parlent. Et ça, c'est parce que vous nous offrez cette liberté-là. Donc, merci pour ça. Et ça nous permet aussi de nous mobiliser sur des sujets comme celui des évacuations de patients. Et là-dessus, en tant que citoyen, on peut faire quelque chose. On est en ce moment mobilisés nous-mêmes dans une campagne dans laquelle on demande aux États de prendre leurs responsabilités pour faire cesser les violences, mais aussi pour rompre le blocus, permettre l'acheminement massif de l'aide et permettre ces évacuations médicales dont je parlais tout à l'heure. Donc je pense que ça, il y peut y avoir, peut-être on peut mettre un lien dans le chat, mais pour rappeler aux personnes qui nous écoutent et qui voudraient faire quelque chose, qu'elles peuvent interpeller leurs députés, tout simplement, et leur demander de se mobiliser. C'est quelque chose de très concret, c'est de la solidarité concrète, ça peut permettre de sauver des milliers de vies, c'est à notre portée et ça peut se faire avec vous qui nous écoutez et ça se fait déjà grâce à vous qui nous soutenez, qui nous donnez les moyens de nous mobiliser sur cet aspect aussi. Donc merci encore. Merci infiniment. Je pense que c'était le mot de conclusion de ce webinaire. Merci à nos 3 intervenantes et à nouveau un immense merci à vous en ligne qui nous soutenez dans cette action.